Vous le savez sans doute, depuis le début du XXIe siècle, nous faisons face à un très grand nombre de défis environnementaux, et si les deux plus graves sont probablement la disparition de la biodiversité et le changement climatique, on pourrait aussi parler de l'eutrophisation, des déchets plastiques, du pic pétrolier, de l'épuisement des roches phosphatées importantes pour l'agriculture, des pénuries probables sur certaines ressources métalliques, de la pollution de l'eau et de sa surutilisation, de diverses pollutions chimiques, et ainsi de suite. De l'avis de beaucoup d'experts, ces problèmes peuvent provoquer de nombreux effets néfastes pour nos sociétés, à moins d'un changement radical dans nos façons de produire et de consommer. Certains envisagent même la possibilité d'un effondrement de nos sociétés industrielles, notamment à cause de notre très forte dépendance aux ressources fossiles, et ce, possiblement dans un futur pas si éloigné comme 2040. Même si vous êtes sceptique vis-à-vis de ces catastrophes environnementales, il semble très irrationnel de les exclure entièrement. Le futur semble très incertain et il semble très présomptueux d'en délimiter les contours. En particulier si vous n'assignez qu'une probabilité d'1 sur 1000 aux désastres environnementaux et à leurs conséquences majeures sur les civilisations humaines, sachant l'ampleur des conséquences néfastes, il serait alors très irrationnel de ne pas donner beaucoup d'importance à ce cas peu probable, comme l'explique M. Phi dans cette vidéo avec un autre exemple et une toute autre source d'incertitude épistémique. En fait, pour aujourd'hui, je vous demande de jouer pleinement le jeu. Faisons l'expérience de penser. Imaginons qu'à moins d'un changement radical dans nos comportements, nous nous exposons à de graves impacts globaux d'ici, disons, 2040, avec potentiellement des millions, voire des milliards de morts dans d'horribles souffrances. En supposant pour aujourd'hui que ce risque est majeur, que devrions-nous faire? Et attention, par nous, je n'entends pas le gouvernement ou toute la société, parce que c'est tellement facile de rejeter la faute sur autre chose que nous, et parce qu'à l'inverse, c'est aussi extrêmement difficile de faire quoi que ce soit à un gouvernement ou à toute une société. Non, la question que je pose, c'est de savoir ce que nous, notre communauté de gens qui regardons Science for All et le YouTube éducatif, et qui sommes sans doute plus motivés que le citoyen médian pour entreprendre des actions en faveur de l'environnement, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que moi je devrais faire? Et qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu devrais faire? Alors bien sûr, tu pourras commencer par trier les déchets, manger moins de viande, utiliser les transports polluants, améliorer l'isolation thermique de ta maison et acheter moins de produits qui ont peu d'utilité. Ça serait même un excellent premier pas. Et si chacun des abonnés Science for All faisait de même, ce qui me paraît déjà assez improbable, mais si on faisait tous de même, on pourrait alors réduire grandement la consommation de 145 000 personnes. Sauf que 145 000 personnes, c'est pas mal, mais ça reste 0,2% de la population française et 20 millionièmes de la population mondiale. Autant dire que l'effet combiné de tous les abonnés Science for All aurait un effet très imperceptible sur l'état de la planète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous consommiez moins, mais ça veut dire que le fait que nous consommions moins sera très insuffisant. Souvenez-vous, le but n'est pas de nous donner bonne conscience ou d'imaginer des scénarios hypothétiques à la « si tout le monde faisait X ». Non, notre but doit être de réduire significativement les risques de catastrophes environnementales. Si tel est vraiment le but, il nous faut absolument faire plus que juste mieux consommer. Dans ce contexte, que devons-nous faire? Pour réduire les risques, une chose qu'on pourrait faire, c'est travailler sur des solutions plus efficaces d'un point de vue environnemental. Par exemple en diminuant la consommation énergétique. Comme on l'a vu dans l'épisode 34, la recherche en IA a d'ailleurs beaucoup à apporter à cet effort. Mais on peut également travailler sur des solutions plus efficaces, dans le domaine du transport par exemple, voire sur des technologies radicalement différentes pour produire de la nourriture sans passer par l'exploitation de vastes espaces qui pourraient être remplacés par des forêts. En particulier, la recherche sur la viande propre, qui consiste à concevoir de la viande directement à partir de cellules souches, voire sur la production de nutriments à partir de bactéries et de sources lumineuses, pourrait à terme grandement diminuer l'impact environnemental de nos consommations alimentaires. Bien sûr, ces technologies sont encore très loin d'être en phase d'industrialisation massive et doivent encore gagner le cœur du grand public, mais même si elles n'ont que 1% de chance d'arriver à leur fin, il semble que ça vaut le coup d'investir massivement dans cette petite probabilité, sachant les conséquences massivement bénéfiques que cela pourrait avoir. Surtout si vous pouvez investir vos compétences pour accélérer le développement de ces technologies. Malheureusement, même avec tous ces progrès technologiques, il n'est pas dit que cela suffise à réduire suffisamment notre impact environnemental. Dès lors, on en arrive souvent à penser aux entreprises. Après tout, ce sont ces entreprises qui ont le plus de pouvoir sur les modifications de production pour réduire les impacts environnementaux. Cependant, les entreprises sont surtout dans un marché compétitif où les sacrifices individuels pour l'environnement risquent d'être pénalisés par une perte de part de marché ou une augmentation des prix de vente, ce qui peut conduire à des consommateurs moins satisfaits et des risques notamment de licenciement. Pour que ces entreprises changent leur mode de production, il faut absolument qu'il soit davantage dans leur intérêt de se faire, ce qui doit passer par des exigences différentes des consommateurs.
À moins peut-être de passer par des mesures politiques. Et en effet, il faut bien voir qu'une législation aura sans doute bien plus d'impact qu'une marche ponctuelle pour le climat. Typiquement, on pourrait vouloir taxer beaucoup plus les pollutions CO2 que cela n'est le cas aujourd'hui. De la même façon que les cigarettes sont fortement taxées pour décourager leur consommation, on pourrait également augmenter artificiellement le prix de la viande, du carburant ou des produits nécessitant beaucoup d'énergie et de pollution afin de modifier les incentives des consommateurs. Cependant, si tel est notre objectif, il faut non seulement convaincre les politiciens qu'il s'agit d'une bonne action à entreprendre, mais aussi et surtout le peuple qui élit ces politiciens. Souvenez-vous, les politiciens ont pour but d'être et de rester au pouvoir. Ce n'est pas en les sensibilisant à l'urgence environnementale qu'ils se mettront à changer de stratégie politique. Pour qu'ils changent leur stratégie politique, il faut que leur électorat veuille qu'ils changent de stratégie politique. Peu importe la manière dont on attaque le problème, il semble que l'impact environnemental de l'humanité dépendra nécessairement grandement des habitudes des consommateurs et des désirata de nos concitoyens. Pour prendre des mesures environnementales à grande échelle, il va falloir changer ce que ces individus pensent, veulent et font. Et ça, c'est vraiment pas facile. Pour y arriver, il faut absolument communiquer et chercher à influencer le plus grand nombre. Il faut absolument avoir leur attention et les sensibiliser à l'urgence climatique. Et là, chacun d'entre nous peut aider en parlant régulièrement de cette urgence et de ce que chacun peut faire pour réduire son impact environnemental. Alors bien sûr, on peut y aller avec le bouche à oreille. On peut essayer d'influencer ses amis, ses collègues et sa famille. Mais attention, il s'agit d'une tâche non triviale et si vous faites ça mal, vous risquez d'avoir une influence contre-productive. Quand il s'agit de sujets politisés, nous avons tendance à très mal recevoir la critique et également à très mal l'émettre. Pour avoir une influence aussi bénéfique que possible sur nos proches, il nous est indispensable de toujours chercher à mieux débattre. À chaque fois que vous engagez une discussion sur ce genre de sujet, il faut que quelque part dans votre tête, une alerte #débattons mieux s'allume. Ok, mieux débattre de ces sujets, c'est cool. Mais est-ce que ça suffit? Imaginons que chacun d'entre nous parvient à convaincre 5 personnes, ce qui serait déjà absolument remarquable. Ça nous permettrait alors d'atteindre 1% de la population française et un 100 millionième de la population mondiale. On est encore loin du compte. Pour avoir un effet global et sachant à quel point l'écrasante majorité de nos concitoyens débattent mal, le bouche à oreille ne suffit pas. Il sera du coup certainement très souhaitable d'institutionnaliser des espaces de discussion qui auront plus d'impact, comme des conférences ou des tables rondes, mais tout ça prend également beaucoup de temps et d'énergie. En fait, il semble que le truc qui aura le plus d'impact, c'est de se lancer sur les réseaux sociaux et essayer d'avoir un message convaincant et audible qui touchera 50, 100, peut-être même 1000 personnes. Là, l'impact serait beaucoup plus important. Et l'un des réseaux sociaux d'aujourd'hui qui semble avoir le plus d'impact, eh bien, c'est YouTube en particulier, où il est possible d'avoir des arguments longs, posés et convaincants qui seront écoutés par un millier, des dizaines de milliers, voire parfois des centaines de milliers de personnes. Et d'ailleurs, ces derniers temps, de nombreux YouTubeurs se sont réunis sous les projets Il est encore temps et On est prêt pour participer à cet énorme travail de sensibilisation qu'il faut faire pour avoir un impact environnemental non négligeable. Même si bien des choses dans ce mouvement sont sans doute critiquables, comme notamment la faible mise en valeur à mon goût de la rigueur scientifique et de scientifiques experts des questions environnementales, et je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo du Réveilleur qui détaille bien cette déficience, on peut espérer que l'action de faire ces vidéos sur YouTube aura un impact non négligeable et globalement bénéfique sur les comportements des consommateurs et les convictions des citoyens, qui ensuite aura un impact non négligeable et globalement bénéfique sur la diminution des risques environnementaux. Cependant, même si cette campagne marchait du tonnerre, et même si elle était suivie par des millions de Français, et même si elle parvenait à diffuser dans des millions de foyers français pour ainsi affecter la majorité de la population française, il reste que tout cet effort monumental n'aura atteint au mieux qu'un public globalement francophone. Alors, ça serait déjà absolument génial et beaucoup mieux que de ne rien faire. Mais si l'on considère que nos impacts environnementaux posent vraiment des risques de catastrophes majeures à l'échelle planétaire, il me semble que ça reste néanmoins très insuffisant. Notamment parce que vu les intérêts économiques en jeu, il faut s'attendre à ce que de nombreux acteurs chercheront à décrédibiliser la campagne en semant le doute et la discorde, comme c'est déjà le cas avec l'origine anthropique du changement climatique. Sans compter ceux qui moqueront l'une des inévitables bêtises que l'un des youtubeurs du mouvement aura dites, ceux qui exagéreront cette bêtise et ceux qui la tourneront en dérision. Si vraiment on se place dans l'hypothèse d'une véritable urgence environnementale, j'ai bien peur que l'action de quelques youtubeurs, aussi géniaux soient-ils, ne suffise pas. Pour sauver l'environnement et éviter des risques de catastrophes majeures, il semble qu'il nous faille faire plus encore. Il nous faut entreprendre une action à l'impact plus énorme encore. Vous voyez où je veux en venir ?
On l'a vu dans l'épisode 29, aujourd'hui, il semble y avoir une entité sur Terre dont la force de frappe est formidablement plus grande que celle de n'importe quel humain. Je pense à l'algorithme de recommandation de YouTube. Aujourd'hui, en suggérant telle ou telle vidéo, non pas à une, mais à 1 milliard de personnes, l'algorithme de YouTube est capable de nudger une fraction importante de la population vers telle ou telle idée. Et l'influence de cet algorithme de recommandation est énorme. En effet, il y a plus de vues sur YouTube que de recherches sur Google. Mais surtout, plus de la moitié des vues sur YouTube font suite à une recommandation de l'algorithme de YouTube. Autrement dit, de nos jours, nous n'allons plus chercher l'information. L'information nous est servie sur un plateau et le serveur en charge du menu que l'on va consommer n'est autre que l'IA de YouTube. Une modification infime de cette IA pourrait grandement changer le contenu informationnel que des milliards d'individus consomment. Et ça pourrait grandement changer ce que ces individus pensent, ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. La prochaine vidéo qu'ils verront sera-t-elle une N+1e vidéo conspirationniste qui persuade le viewer de croire X ou Y pour de très mauvaises raisons et l'incite à s'indigner et à polluer les débats sans fondement et sans action bénéfique à proposer? Ou s'agira-t-il d'une vidéo qui les amènera à réfléchir à pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, pourquoi ils veulent ce qu'ils veulent et pourquoi ils font ce qu'ils font? S'agira-t-il d'une vidéo qui les invitera à questionner ce qu'ils croient et croire, à donner plus d'importance à ce qu'ils voudraient vouloir et à mieux anticiper les impacts bénéfiques et néfastes de ce qu'ils font? S'agira-t-il d'une vidéo qui accompagnera durablement leurs pensées et les amènera à mieux mesurer l'importance de notre impact environnemental? Aujourd'hui, l'IA de YouTube a le pouvoir de rendre les consommateurs plus attentifs à l'impact environnemental de leur consommation et les citoyens moins sûrs des convictions injustifiées qu'ils ont. Ne serait-il pas immoral pour cette IA de ne pas user de ce pouvoir pour le bien de l'humanité? Aujourd'hui, il me semble que la plupart des gens effrayés par les risques environnementaux persistent néanmoins à exiger une certaine forme de neutralité des systèmes de recommandation comme l'IA de YouTube. Mais cette neutralité est une notion extrêmement problématique. Être neutre vis-à-vis du réchauffement climatique, cela correspond-il à montrer aux utilisateurs autant de vidéos pro-changement climatique que anti-changement climatique? Ou est-ce que neutre signifierait que pour chaque utilisateur, la proportion de vidéos anti-vaccins recommandées soit égale à la proportion d'anti-vax dans la population? Et si on en vient à désigner des experts, n'est-ce pas violer la neutralité? Sachant de plus que chacun d'entre nous préfère des suggestions personnalisées, il me semble en fait que cette neutralité est à la fois utopique, mais aussi et surtout indésirable. De façon égoïste, je veux de l'information fiable, de l'information de qualité, non pas de l'information neutre. Et en dictateur autoritaire bienveillant, je pense même qu'il serait désirable qu'il en soit de même pour tout le monde, surtout dans l'optique de protéger au mieux l'environnement. Et oui, je sais que ma position est très minoritaire et paraît très scandaleuse. Pour être franc, mon moi du présent se serait bien engueulé avec le moi d'il y a un an. Et ça soulève bien sûr plein d'autres questions, comme qui modifiera l'algorithme, avec quels incentives, quelles mesures de robustesse et surtout quel objectif. Mais oublions ces questions pour aujourd'hui. Voilà ce à quoi je vous invite à réfléchir. Vu le pouvoir de l'IA de YouTube, mais aussi celle de Facebook ou Twitter, ne serait-il pas temps de cesser d'y voir de simples outils de relais d'information? Et ne serait-il pas temps d'y voir un potentiel allié formidable pour adresser les problèmes les plus urgents de nos sociétés modernes, comme la protection de l'environnement? Au XXIe siècle, l'humanité va devoir relever des défis monumentaux. Il me semble temps de mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. La dernière fois, on a parlé de profondeur logique de Bennett et notamment, je vous avais dit que l'une des approches importantes, un des fondements importants de cette approche consistait à avoir une représentation numérique du monde, c'est-à-dire avec une suite digitale de 0 et de 1 qui peuvent correspondre typiquement aux fichiers JPEG ou MP3 ou ce que vous voulez qui permettent de représenter le monde. Et Sangoku fait la remarque que tout ceci ne sont que des données collectées du monde et que a priori le monde pourrait être indescriptible ainsi. Typiquement, le monde pourrait être
être quelque chose d'assez continu. On a l'impression, on a l'intuition comme ça que l'espace et le temps typiquement sont des choses très continues. Alors en fait, il y a pas mal de raisons de vouloir néanmoins se ramener à une expression digitale du monde, à une représentation très numérique du monde. La première, c'est que les données qui sont collectées, notamment à cause des erreurs de mesure en analogique ou à cause du fait tout simplement qu'on n'est pas capable d'échantillonner les signaux que l'on mesure avec une trop grande précision à la fois dans l'espace et dans le temps. Tout ça peut être d'ailleurs relié aux inégalités d'Heisenberg. Tout ceci fait que finalement, si on cherche à avoir une description plus fine du monde que ce qu'on est capable de mesurer, ça correspondra à des artefacts de mesure et que du coup, si on essaie d'enlever ce bruit qui sera dans nos mesures, on se ramène finalement à des données qui sont digitales, numérisées. Finalement, d'une certaine manière, les données auxquelles on peut faire confiance sont des données qui sont finalement très digitales. Donc ça correspond vraiment au théorème de Nyquist-Shannon. Et du coup, sachant que les données qu'on a collectées du monde sont des données digitales, ce que l'on peut inférer du monde à partir de ça, eh ben, finalement, c'est ce qu'on peut inférer à partir d'une suite finie de 0 et de 1. Et du coup, sachant que tout ce que l'on a, c'est ça, ben, il est assez raisonnable de se dire que tout ce que l'on peut inférer sur le monde correspond finalement à une description, en tout cas avec un certain nombre fini de symboles de 0 et de 1, et que du coup, il y a un sens à essayer de chercher à parler de notre univers avec quelque chose de très numérique, de très fini. Alors bien sûr, tout ça, ça peut paraître assez insatisfaisant, hein, ça peut donner l'impression que c'est uniquement notre représentation du monde qui est du coup digitale, alors que peut-être que le monde tel qu'il est vraiment, lui, n'est pas digital. Et du coup, il y a d'autres chercheurs d'informatique qui se sont posés un peu cette question, notamment Gandhi, qui s'est demandé quelles sont des conditions sur l'univers qui pourraient faire que du coup l'univers correspond vraiment à une description qui serait exacte, mais à l'aide d'un langage informatique et de quelque chose de très digital. En particulier, même si on suppose l'espace et le temps continu, si on suppose quelques propriétés, notamment la finitude de la vitesse de transmission des signaux et le fait que l'on ne puisse pas mettre trop d'énergie en un endroit de l'espace-temps, ce qui correspondra à un trou noir, typiquement en relativité générale, sachant que l'on a ces conditions, alors tout ce qui se passe dans l'univers, toute la description de tout l'univers est en fait isomorphe à une description qui serait purement digitale, qui correspondrait notamment à un automate cellulaire. Et du coup, d'après le théorème de Gandhi, on peut se ramener finalement à une description très digitale de notre univers. Et enfin, il y a aussi des approches de la physique qui vont directement dans quelque chose de très discret, et notamment des descriptions de l'espace et du temps qui sont discrètes. Victor Lévy, lui, fait la remarque que si ça se trouve, les millions de premiers chiffres du nombre de grammes correspondent à une suite qui est finalement très facile à décrire avec un algorithme très différent de celui que j'ai décrit, de la description que j'ai donnée. Et en cela, du coup, le concept de profondeur de logique de Bennett pourrait être très insatisfaisant. Et en effet, c'est parfaitement le cas. Le million de premiers chiffres du nombre de grammes est a priori quelque chose dont il est très difficile de savoir quoi que ce soit. En particulier, il est très difficile a priori de déterminer la vraie profondeur logique de Bennett du 1 million premier chiffre du nombre de grammes. Et même en fait de façon très générale, la profondeur logique de Bennett est quelque chose qui est très incalculable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'algorithme qui permette de calculer la profondeur logique de Bennett d'une suite donnée, même si elle a été connue et donnée devant nous. En fait, c'est mathématiquement impossible d'avoir un algorithme qui va, étant donné n'importe quelle suite, nous donner la profondeur logique de Bennett de cette suite. Et ça a à voir avec les problèmes de l'arrêt dont Patience parle dans cette vidéo. Bon, ça c'est pas très différent de la complexité de Solomonoff qui est également une quantité incalculable. Cependant, pour la complexité de Solomonoff, on peut trouver des bornes supérieures sur la complexité de Solomonoff d'une suite, puisque si on arrive à identifier un algorithme capable de générer la suite en question, alors cet algorithme sert de borne supérieure, et le plus court des algorithmes pour générer cette suite, et du coup, sera forcément plus petit. Malheureusement, pour la profondeur logique de Bennett, on sait que c'est très incalculable dans le sens où c'est même pas possible de trouver une borne supérieure et une borne inférieure. Bref, la profondeur logique de Bennett, c'est quelque chose de très incalculable et en ça, c'est très insatisfaisant et c'est très compliqué de la manipuler en pratique. Et c'est également très insatisfaisant pour une autre raison, qui est le fait que la profondeur logique de Bennett est une quantité très peu robuste. C'est-à-dire que si vous changez légèrement une suite à grande profondeur de logique, il est possible que sa profondeur logique de Bennett change complètement du tout au tout. Et du coup, c'est pas une mesure très robuste.
Et ça, c'est très insatisfaisant, mais c'est même encore pire que ça, puisque la profondeur logique de Bennett dépend fortement de la machine de Turing que l'on considère pour décrire les différents algorithmes. La profondeur logique de Bennett pose beaucoup de problèmes, et c'est lié au fait que pour la définir rigoureusement, Bennett a considéré le temps de calcul du plus court algorithme qui génère la suite en question, et ce plus court algorithme peut changer, peut devenir complètement différent si on change légèrement la suite, et du coup le temps de calcul du nouvel algorithme peut complètement changer. En fait, ce qui serait un peu plus robuste, mais qui est du coup également beaucoup plus difficile à décrire et à étudier, c'est globalement, étant donné une suite donnée, d'étudier quel est l'ensemble des algorithmes qui génèrent cette suite, et quelles sont leurs longueurs en termes de code algorithmique et en termes de temps de calcul. Et on pourrait ensuite étudier les algorithmes selon ces deux axes. Et là, cette fois, si on change légèrement la suite ou si on change légèrement la machine de Turing, alors l'ensemble des points dans ce graphe bougera, mais il bougera pas trop. Du coup, on aura une représentation beaucoup plus robuste. Et finalement, c'est ce genre de représentation qui est plus pertinent, mais également plus compliqué à décrire et à manipuler et moins élégant mathématiquement. Du coup, plutôt que de parler de ce graphe et de tout ce qu'il y a à dire à ce sujet, c'est un raccourci assez pratique que de parler directement de profondeur logique de Bennett, même si ça a tous les défauts que je viens de décrire. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle n'aura pas trop éveillé l'hooligan en vous, et j'espère surtout qu'elle va vous faire réfléchir à finalement s'il y a vraiment urgence, jusqu'où on est prêt à aller, et finalement des principes déontologiques comme la neutralité qui sont déjà discutables d'un point de vue définition, ce que l'on entend vraiment par ça, mais qui me semblent également discutables parce qu'ils me semblent simplement bien moins importants que d'autres problèmes de société qui me semblent beaucoup plus importants, comme par exemple les risques environnementaux. Ceci dit, l'une des très grosses difficultés de nudger l'algorithme de YouTube, c'est déjà qui convaincre pour y arriver. Est-ce qu'il faut passer par YouTube, est-ce qu'il faut passer par le gouvernement, par des dirigeants importants? Donc ça, ce sont des questions qui me semblent absolument cruciales, et c'est pas du tout mon champ d'expertise, mais je pense que ça serait intéressant de bien analyser les incentives des uns et des autres pour savoir quelles sont les personnes qui sont les plus influençables et les plus influenceuses pour pouvoir modifier l'IA de YouTube si on pense que tel est l'objectif. Et l'autre question très importante, c'est quelles sont les solutions algorithmiques pour que l'algorithme de YouTube devienne un algorithme qui nudge les personnes dans la bonne direction, et notamment comment déterminer algorithmiquement quelles sont les vidéos moralement bonnes à partager. Et ça, c'est un défi technique absolument majeur, et ça tombe bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don, et j'espère que vous serez là la prochaine fois. En fait, cette vidéo est un plaidoyer pour des mouvements environnementaux scientifiques. De plus en plus de Français s'intéressent aux problèmes environnementaux parce qu'ils deviennent extrêmement importants. Et c'est une excellente nouvelle. C'est aussi pour ça que je pense qu'il est plus que temps de faire sortir l'écologie politique et associative de certains dogmes dans lesquels elle s'est enfoncée depuis plusieurs décennies. À mon avis, une victoire d'une forme d'écologie politique qui se moque des faits est non seulement improbable, mais n'apporterait en plus rien de bon. On gaspillerait du temps et de l'énergie dans des actions pas forcément efficaces. D'ailleurs, les mouvements environnementaux existants peuvent très bien se corriger. Tout ce qu'il y a sur le site Il est encore temps n'est pas mauvais. C'est juste que ça ne devrait pas être au visiteur qui n'a pas toujours les connaissances nécessaires de séparer le bon grain de l'ivraie. Ça devrait être fait en amont. When we talk about technology, we tend to talk about it as this blue sky opportunity. It could go any direction. And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. Because every news site, TED, elections, politicians, games, even meditation apps have to compete for one thing, which is our attention. And there's only so much of it. Outrage works really well at getting attention, such that if Facebook had a choice between showing you the outrage feed and a calm news feed, they would want to show you the outrage feed, not because someone consciously chose that, but because that worked better at getting your attention. It doesn't have to be this way. Instead of handicapping our attention, imagine if we used all of this data and all of this power and this new view of human nature to give us a superhuman ability to focus, and a superhuman ability to put our attention on what we cared about, and a superhuman ability to have the conversations that we need to have for democracy. The most complex challenges in the world
require not just us to use our attention individually, they require us to use our attention and coordinate it together. Climate change is going to require that a lot of people are being able to coordinate their attention in the most empowering way together. And imagine creating a superhuman ability to do that.